s'il lève trop de... Le second sujet dont nous parlons ce soir, c'est le Cameroun. La présidence camerounaise avait annoncé que Paul Biya prendra la parole hier mardi soir. Un discours rare pour le chef de l'État camerounais dont le sujet non annoncé a fait l'objet de multiples rumeurs et spéculations. Cette prise de parole en dehors de la traditionnelle allocution du 31 décembre et du 10 février surprend de la part du locataire du palais d'Etoudi, réputé grand adepte du secret et de la discrétion et s'imposant des règles pour règle un quasi-silence médiatique. Et donc, dans ce contexte, l'annonce de la prise de parole présidentielle n'a donc pas manqué de faire naître un flot de rumeurs, certains allant même jusqu'à évoquer l'idée que Paul Biya s'apprêterait, après 37 ans de pouvoir, à inscrire ses pas dans ceux de son prédécesseur Amadou Ahidjo, qui lui céda son fauteuil au cours d'un discours encore moins attendu en 1982. Donc, que Paul Biya annoncerait sa démission. Bon, firmé, il n'a pas annoncé sa démission, mais c'est des rumeurs qui se comprennent dans un Cameroun où on a un président, disons, un peu souffrant, 37 ans de pouvoir, quasi absent. Ça se comprend que les gens pensent qu'il prend la parole pour dire « c'est fini, je jette l'éponge ». Non, j'ai l'impression que les Camerounais n'arrivent pas à connaître leur président. Si le gars peut aller passer des mois en Suisse, s'il n'arrive même pas à connaître physiquement ses ministres, s'il peut, qui fait des conseils de ministres difficilement. Quand on voit un président, entre guillemets, atypique, là, penser qu'il puisse démissionner un jour comme ça, je pense que c'est ne pas bien connaître son président. Paul Biya, c'est un président atypique. Ce qu'il fait là, à part lui, il n'y a aucun président africain qui se comporte comme ça, qui quitte son pays, qui va passer des semaines en Suisse, qui a son hôtel en Suisse, qui est là, qui ne connaît pas ses ministres. Il y a cette anecdote là. Paul Biya, on devrait inaugurer un service au Cameroun. Il arrive. Et maintenant, il devrait passer en revue et saluer ses ministres. Et le Premier ministre lui présente les ministres nouvellement nommés. Et on lui dit... Et puis c'est Paul Biya qui dit... lui, on dit ministre de l'Agriculture. Il dit, ah bon, c'est vous, félicitations. On dit, lui, c'est ministre de l'eau. Il dit, ah bon, c'est vous. Donc, il signe un décret qui nomme ses ministres, qui forment son gouvernement, mais qui ne connaît même pas physiquement ses ministres. C'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas, qui ne sait même pas comment se gère son pays. Il ne connaît pas les ministres de son gouvernement. Il ne sait pas comment se gère, ça fait 37 ans qu'il est là. Il était arrivé très jeune. Il était arrivé... 50 ans, je crois. C'est 50 ans. Peut-être on lui apporte... Il dirigeait... je ne sais pas. Il fait des affaires. Oui, bien sûr. Peut-être avant. Mais regardez Samuel. Vous savez, vous avez suivi son discours. Comment il parlait difficilement. Et je me demande si, sur le plan santé, il arrive à tenir. Et si on peut faire une réunion d'une heure avec ou en temps de crise avec ce président, c'est tellement difficile. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui dirigent le pays et qui viennent lui rendre compte régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement même de son pays. On vient lui rendre compte et puis il signe des décrets. Vous voyez, c'est comme le gouvernement, il signe des décrets de nomination et il ne cherche même pas à connaître des gens. Donc Paul Biya, il est là. Je ne pense pas qu'il puisse démissionner. Un jour, peut-être il va mourir au pouvoir comme ça, comme tout bon président africain. Mais Jean-Paul Amadou Ahidjo, on le rappelle, il était apparu à la télévision un soir comme ça, il a dit... Donc, il cède le pouvoir à Paul Biya. Donc, les Camerounais ont raison de penser que Paul Biya était dans cette même logique. Non, je crois qu'ils ont eu tort de penser ça, parce que après, Ahidjo a regretté avec tous les problèmes qu'il a eu justement avec Paul Biya. Et puis, sur le continent, c'est pas une pratique régulière que des présidents démissionnent. Je crois que peut-être à part Senghor, peut-être le prédécesseur de Ali Omar Bongo, qui aurait démissionné sur instigation des services français. C'est pas une habitude de démissionner. Puis Ahidjo, c'était une autre époque. C'était en 82 ou 81, je sais plus. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de chefs d'État africains démissionner. Et puis surtout dans le contexte que celui du Cameroun, en proie à des velléités séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis après 37 ans de pouvoir, où il a forcément
créé beaucoup d'ennemis et beaucoup de gens qui lui en veulent. Je ne le vois pas partir sans avoir au minimum, en surprenant les Camerounais, sans avoir au minimum préparé sa succession. Donc, pour moi, c'était des rumeurs qui ne pouvaient pas tenir. C'était peu probable que Paul Biya annonce sa démission hier. Donc, son allocution a confirmé que ce n'était pas dans ses intentions de partir. Celui qui vient de se faire réélire dans des conditions très difficiles, contesté par son principal opposant qui se retrouve d'ailleurs en prison. Je ne le vois pas démissionner un an après, dans ce contexte-là en tout cas. Mais ces rumeurs, est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique de l'état des Camerounais qui veulent finalement voir le vieux partir? Il a 86 ans. Hein. Oui, vraiment. Tout le monde, je pense que tous les Africains... C'est vrai, 86 ans, il n'a pas de cheveux blancs. C'est bizarre. Peut-être qu'il se teint les cheveux. Et peut-être qu'il se teint les cheveux. En réalité, les Camerounais sont fatigués de lui, de Paul Biya. Personne ils l'ont réélu tout récemment. Je pense à plus de 70%. Hein. Non, le problème à ce niveau, c'est parce qu'en Afrique, dans plusieurs pays, on n'arrive pas à avoir une opposition solide, capable de battre les pouvoirs en place. On a aussi un pouvoir tellement ancré dans la fraude que... Oui, est-ce qu'il y a des élections transparentes de par le monde? La transparence des élections, ça n'existe pas, c'est peut-être dans les livres, mais dans la pratique, vous savez qu'il y a une affaire qui pèse toujours sur Trump en ce qui concerne les élections, l'ingérence russe en 2016, quand Trump arrivait au pouvoir. Donc, moi, je ne vois pas ça en termes de fraude, mais je vois ça en termes de capacité à contrôler le pays. En termes de capacité à contrôler le pays, Paul Biya, il est là depuis 37 ans, et il contrôle son pays, il maîtrise toutes les localités. Il serait difficile à un opposant de venir comme ça et de battre Paul Biya. Soit l'opposant a les moyens suffisants, il a des milliards, il contrôle toutes les localités, il a des représentants dans tous les bureaux de vote, et il contrôle tous les fichiers, la centralisation des résultats jusqu'aux décomptes finaux. Je pense qu'avec ça, et aussi l'appui de la communauté internationale, jusqu'à présent, ce qui joue en faveur de Paul Biya, c'est qu'il a l'appui de la France, il a l'appui de la communauté internationale. Donc, ensuite, qu'on sait sa victoire, les Camerounais, moi je peux dire, légaliste que je suis, les Camerounais l'ont réélu, mais il y a une bonne partie aussi de Camerounais qui ne voudraient plus l'avoir comme président, parce qu'on ne sait plus en réalité ce qu'il fait. Il y a le monde qui est en train d'évoluer aujourd'hui, il y a des présidents jeunes qui arrivent au pouvoir à 86 ans, il est là depuis, il faut que lui aussi se retire, mais il ne voudrait pas. Quand les Camerounais voient des pays où des présidents arrivent très jeunes, ça leur plaît aussi, ils voudraient aussi s'inscrire dans cette dynamique. Sauf que Paul Biya, lui, n'est pas encore dans cette dynamique. Lui, il est là, il veut mourir au pouvoir, il a tout, il contrôle ses opposants, il les met en prison, il y a des séparatistes qui met en prison, il les condamne à vie. Donc, il est le président tout-puissant, il s'en fout, il ne sait même pas ce que vous pensez, il gère son pays comme il veut. Mais est-ce qu'on peut véritablement dire aujourd'hui que Paul Biya gouverne le Cameroun? En tout cas, pas efficacement. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui est absent la moitié de l'année du pays peut prétendre gouverner, diriger un pays avec efficacité. Surtout dans le contexte qui est celui des pays africains où il y a tellement d'urgences, tellement de priorités, tellement de problèmes que si vous n'êtes pas là au quotidien, vous voyez le nôtre, en quelques années, il a poussé des cheveux blancs. L'autre, il a 86 ans, il est là depuis 37 ans, il a toujours les cheveux noirs. Donc, peut-être, vous demandiez tout à l'heure, vous étonniez du fait qu'il ait toujours des cheveux noirs. Peut-être que c'est parce qu'il ne fout rien. Parce que pendant 6 mois, il est absent. Je ne vois pas comment on peut véritablement diriger un pays en étant absent 6 mois de l'année du pays. Il ne s'agit même pas de quitter la capitale et d'aller s'installer dans une banlieue ou dans une localité en région. Mais c'est à des milliers de kilomètres. Donc, vous ne pouvez pas, quelle que soit la compétence, la qualité de vos collaborateurs, honnêtement, vous ne pouvez pas. Et il vous faut de temps en temps aller sur le terrain, sentir le pouls de la situation, aller parler avec vos compatriotes, vos concitoyens, pour que au moins
ils sentent que il y a quelqu'un qui a l'écoute, qu'il y a quelqu'un qui est au gouvernement. C'est pas le cas de Paul Biya. Maintenant, si sa manière de gouverner, sa gouvernance, sa méthode, tout ça plaît aux Camerounais et qu'ils choisissent, comme l'année dernière, qu'à 86 ans, il a encore la capacité, les aptitudes pour les diriger. Bon, qu'est-ce que le peuple est souverain. Donc, le peuple a toujours raison. Donc, si c'est ce que les Camerounais veulent, nous, on ne peut que nous l'accepter et puis commenter. Non, pour peut-être compléter un peu ce que Jean-Paul Agbo vient de dire, mais je peux dire que Paul Biya, il a réussi comme dans tout système qui dure à construire un système. Vous voyez, c'est-à-dire il peut passer des mois à l'extérieur, mais le système est là. Donc c'est le système qui dirige au fait. On vient lui rendre compte en réalité. Lui n'a plus besoin de se lever tôt le matin, d'aller au boulot, ou de chercher à appeler, à savoir comment va le pays, comment va tel ministère, comment va telle direction, comment va telle localité, tout ça. Donc lui n'a plus... Parce que physiquement, il ne tient plus. Donc ce qu'il a réussi à faire, c'est d'avoir réussi à construire un système. Même si lui, il est absent, le Cameroun continue, ne peut pas fonctionner. Il gouverne à travers son système, mais c'est l'efficacité qui manque toujours. Et on a vu quand même, après 37 ans de pouvoir, ce que le Cameroun est aujourd'hui, un pays qui est au bord de la partition. Hein. Oui, au bord de la partition, pour les raisons qu'on a évoquées, parce que quand on entend les séparatistes, ou en tout cas ceux qui sont dans la rue, dans ces zones-là, leur première revendication, c'est d'ordre économique et social. Ils se considèrent comme des marginaux, des laissés pour compte. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas profité de l'union de la partie francophone et de celle de la partie anglophone. Donc, c'est un échec pour Paul Biya. Il est président depuis 37 ans, c'est vrai. Il avait un prédécesseur qui est aussi redevable de cette situation. Mais ça fait 37 ans qu'il est là. S'il y a eu des erreurs, c'était à lui de les corriger. Donc, il est à l'origine de la situation actuelle, qui est d'abord une situation, j'allais dire, socio-économique. Maintenant, les velléités indépendantistes, je crois que c'est surtout parce que les gens ne se sentent pas véritablement camerounais. Parce qu'ils disent que le terme échappe, mais la charte qui a gouverné à l'unification des deux Cameroun n'est pas respectée. Le Cameroun, c'est un État bilingue, normalement. Mais ce n'est pas respecté. Ils ne comprennent pas pourquoi, dans les actes officiels, l'anglais est marginalisé et que l'anglais doit avoir à peu près la même considération et la même pratique que le français, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'ils contestent le gouvernement central. Et c'est une bonne chose qu'enfin, Paul Biya ait compris et qu'il ouvre un dialogue. Est-ce que ce dialogue va aboutir à quelque chose pendant que les leaders indépendantistes sont encore en prison? Bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un pas positif qui a été franchi avec l'annonce de ce dialogue. Reste à voir le contenu. C'est un large dialogue qui est annoncé avec tous les acteurs. On verra ceux qui participent et surtout les résolutions qui vont en sortir pour calmer la rue anglophone. Justement, le discours que Paul Biya a fait hier, c'est d'annoncer donc l'ouverture de c'est lui-même qui l'a dit, un grand dialogue national sur la question de la partie nord-ouest et sud-ouest du pays. Pendant ce temps, Jean-Paul le rappelait, Ayouk Tabé, qui est le leader de la cause indépendantiste, a été condamné à de la prison à vie avec plusieurs autres co-accusés. Dans ce contexte-là, on peut faire un véritable dialogue? Ça va être difficile. Je pense que le leader Tabé posait ça sur sa table comme condition, avant même sa condamnation. Libérez-moi et je vais vous aider à trouver une issue favorable à cette situation. Mais on s'en est foutu, on l'a condamné à vie. Ça va être compliqué parce que c'est le fait qu'on l'ait condamné, ça galvaude ses partisans, entre guillemets, ou ses supporters, et ça va être difficile pour eux de désarmer. Regardez ce que Paul Biya dit, il dit, vous désarmez et je vous offre mon pardon. C'est compliqué. Au même moment, ça peut être aussi, comment ils appellent ça dans le jeu il y a un jeu là où on parle d'échec et maths, ça peut être
le jeu d'échecs, un véritable coup de maître qu'il fait. Il va proposer sa grâce présidentielle. Oui, mais peut-être, vous désarmez, peut-être à l'issue de ce dialogue, il y aura beaucoup de décisions qui seront prises. Mais le problème, je pense que Paul Biya n'arrive pas à le toucher. Les gens se sentent mal. Mais la partie anglophone occupe 16% du Cameroun. Ça veut dire, ce n'est pas négligeable. Les gens souffrent, les gens sont marginalisés. C'est des problèmes socio-économiques. Dans tout son discours, on n'a pas vu de traces de politique soutenue pouvant développer cette localité. Donc, ils vont ouvrir le dialogue comme dans tous les pays africains ou dans tous les pays du monde. On va ouvrir le dialogue. On va même envoyer des délégations dans la diaspora pour discuter un peu avec eux, pour permettre à ce que la diaspora aussi participe à ce dialogue-là. Il y a les forces de défense et de sécurité qui vont aussi participer. Mais les séparatistes vont exiger qu'on libère le leader et les autres co-accusés. Est-ce que le gouvernement va céder? Si le gouvernement cède, je pense que ça va aider à pacifier un peu la zone. Mais dans la mesure où, dans la situation où le gouvernement ne cède pas, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les décisions qu'on va prendre? Est-ce qu'on va tenir compte de tout ça? Parce qu'il y a des documents, même documents officiels, documents du Cameroun, qui ne sont pas traduits en anglais. Et il y a des lois, des dispositions juridiques qui ne sont pas traduises en anglais. Même dans la partie anglophone, on envoie des autorités administratives qui ne comprennent que le français. Qui ne comprennent que le français. Mais je pense que le problème est beaucoup plus sérieux. Mais le discours de Paul Biya ne reflète pas le sérieux qu'on peut attacher à ce problème ou à cette localité du Cameroun. Mais qu'est-ce qui va être décidé? Donc je pense que il a fait ce discours pour calmer un peu le jeu. On va faire le dialogue, on va s'asseoir, on va prendre des résolutions, on va dire peut-être dans 2 ans, on va faire ceci, on va faire cela. Mais est-ce que ça va être la fin ou ça va être l'épilogue de ce problème du Nord Cameroun? Jean-Paul, hier, Paul Biya aurait pu donner un bon signal après avoir fait son discours en français. Il fait le même discours en anglais. Bon, je ne sais pas s'il parle anglais, j'en sais rien. Ça serait une catastrophe qu'un dirigeant de pareil ne parle pas l'anglais. Non, bon, je ne sais pas si c'est une condition pour être candidat là-bas. Je ne sais pas s'il faut être bilingue pour être candidat. Enfin, je ne sais pas s'il parle anglais. Ça aurait été peut-être un signal fort, mais pour moi, dans sa posture, ça aurait été très difficile qu'il ça aurait été peut-être vu comme un signe de faiblesse, parce que l'idée derrière aussi, c'est de faire en sorte, au-delà du fait qu'il annonce une ouverture et tende la main, il faut qu'il continue à incarner quand même le président, l'autorité. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, bon, je vous offre le pardon et tout ça. C'est-à-dire qu'il garde quand même la main assez ferme. Même si après on va l'ouvrir un peu, mais on montre qu'on est toujours l'autorité, qu'on est garant de l'unité du Cameroun. Il s'agit de ne pas faire aussi droit aux velléités indépendantistes. Donc, oui, il y a possibilité de discuter, on peut écouter vos revendications, mais il y a des limites. Donc, je crois que c'est dans cette démarche qu'il est. Et donc, il peut pas tout donner non plus tout de suite, sinon le dialogue servirait à rien. Donc, il va faire semblant d'être dur, d'être ceci, pour que à la fin, il lâche quelques morceaux, peut-être la libération ou l'amnistie de ceux qui sont condamnés. Comme ça, on dira, oui, voilà, l'État central a fait des efforts. On a fait donc, on attend de vous aussi que vous fassiez les mêmes efforts en déposant les armes, en faisant ainsi. Bon, vous l'avez dit, c'est un jeu d'échecs. On est sur le plan politique et les politiciens excellent dans ce type d'art. Mais déjà, le fait que Paul Biya fasse cette ouverture, cet appel au dialogue, ça montre que la posture primaire qu'il avait eue, c'est-à-dire régler la question par les armes, envoyer les militaires mater la rébellion, c'est un échec. Oui, ça doit être un échec. Il ne devrait pas procéder comme ça. Ce sont des Camerounais. Cela a fait 2000 morts, plus de 2000 morts. Et 350 000 personnes ont fui leur domicile. Il fallait trouver une solution beaucoup plus pacifique. Il fallait trouver une solution où il n'avait même pas besoin de ça. Il devrait même ouvrir le dialogue. Depuis 2016, 2017, on pouvait ouvrir le dialogue, appeler tout le monde à la table de discussion et essayer de trouver une solution à cette situation. Mais il l'a pas fait. Mais c'est comme la situation perdu, c'est là, c'est comme il est un peu
affaibli, il ne sait plus à quel sein se vouer, il se dit il faut que j'ouvre un dialogue. Sinon, la première démarche a été faussée, la première démarche, ça a été un échec. C'est ce qu'il vient de prouver avec son discours. Mais le dialogue ne pouvait pas non plus être l'option de base. Oh, si, en tout cas, ce qui se passe là-bas, c'est une crise politique. On ne peut pas résoudre une crise politique militairement. Ce n'est que par des solutions politiques qu'on peut résoudre la crise. C'est vrai qu'en même temps, il lui fallait montrer que l'État doit avoir le dernier mot et que ceux qui pensent qu'ils peuvent détacher la partie anglophone du Cameroun n'y arriveront pas. Donc, on parlait tout à l'heure de fermeté, oui. Il fallait faire preuve de fermeté, peut-être y compris en envoyant une force militaire, armée, mais il fallait aussi en même temps ouvrir le dialogue politique parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas résoudre des questions politiques avec des solutions militaires. On a vu avec la Casamance, le Sénégal s'y est essayé plusieurs années et tout ça. Ils ont fini par comprendre que ce n'est que politiquement qu'ils vont résoudre le problème. Donc, je crois qu'il le fait un peu tardivement, mais il le fait quand même. Mais encore une fois, ça tout dépendra de ce qu'il offre aux anglophones. Oui. Parce qu'une fois que le dialogue sera ouvert, mais il faudra répondre concrètement à leurs revendications. Il tient leur chef, c'est... oui, c'est peut-être un trophée de guerre qu'il échangera après contre autre chose. Bon, je crois que ça se passe un peu partout. On me le met au frais et ça va être après... un élément d'échange. On va le libérer contre la promesse de rendre les armes, de démobiliser les troupes, etc. Donc, c'est pour ça que je pense tous ces prisonniers politiques restent aujourd'hui en prison. Mais il a dit clairement dans son discours qu'il offre le pardon à ceux qui, du côté des séparatistes armés, déposent volontairement les armes. On a vu ces gens, ils sont très déterminés. Est-ce que le point de non-retour n'est pas déjà atteint avec eux? Non, je pense qu'avec le dialogue, eux aussi vont céder quelque chose. Parce qu'après, il le dit, tous ceux qui refusent vont subir toute la rigueur de la loi. Ça ne leur fait plus peur. Hein, non, non. De toute façon, ils disent que les conditions de vie même les prédisposent à une mort. Non, c'est-à-dire, les gens n'ont plus peur. Les gens, ils ont des armes et ils ont combattu pendant des années. Et ils voient leurs frères mourir devant eux. Cette crise, on l'a dit tout à l'heure, a fait plus de 2000 morts. Donc, ils peuvent tenir les armes. Mais ce qu'il dit, quand les gens vont accepter des armées, est-ce que c'est tout le monde qui va accepter des armées? C'est ce qu'on va voir. Mais est-ce que dans les maisons, est-ce que les armes ne seront pas cachées quelque part? Dans les forêts, est-ce que les armes ne seront pas cachées? Ça aussi, c'est une situation qui va peut-être engendrer d'autres crises d'instabilité à l'avenir. Mais l'important aujourd'hui, c'est que Paul Biya rassure, au lieu de menacer, qu'il rassure les Camerounais. Qu'il rassure, c'est tout. S'il rassure les Camerounais en disant « Je vais vous aider à trouver une solution à cette crise qui vous secoue depuis des années, la crise institutionnelle. On ne va plus vous exclure dans la décision du pays. L'anglais va être intégré dans le fonctionnement du pays. Il y a des solutions sociales, des solutions qui sont trouvées à la crise sociale, à la crise économique. Je pense que ce sera en quelque sorte la fin. Parce que quand vous mangez bien, vous êtes bien à l'aise et vous parlez bien, vous échangez facilement avec le reste du pays, je ne pense pas qu'il y aura encore des choses qui puissent vous pousser à aller chercher des armes et à tuer sur les gens. Les gens ont cherché à s'armer parce qu'il y a des forces de défense et de sécurité qui sont venus les tuer. Si ils étaient là et il n'y avait personne pour tirer sur eux, ils n'allaient jamais aller chercher les armes. C'est parce que Paul Biya a envoyé les tuer en quelque sorte. Paul Biya a envoyé les massacrer. Ils sont dans l'autodéfense. On se dit, ils sont dans l'autodéfense. Ces séparatistes sont dans l'autodéfense parce que vous ne pouvez pas rester là inapte. On tire sur vous sans rien faire. Alors donc c'est lui-même
lui-même qui a engendré cette situation. S'il dit à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus de forces de défense et de sécurité dans vos murs, désarmez-vous. Donc je ne pense pas qu'il y aura encore un Camerounais qui ira chercher des armes. Mais il y a une question qu'on ne pose pas. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu poser dans cette partie anglophone. Ils trouvent les armes ou qui les arme? Mais les autres trouvaient les armes ou Boko Haram trouve les armes. Oui, justement, on peut comprendre que là, il y a intérêt à des puissances à armer ceux-là. Mais dans la partie oui, mais ils trouvent les armes auprès de ceux qui les fabriquent. Le Cameroun ne fabrique pas d'armes. Il y a des volontés de déstabilisation, en tout cas de séparer. Non, il y a surtout des volontés mercantiles. C'est du business. Vous voulez vous battre, des gens vous vendent les armes. Donc, c'est aussi vieux comme le monde. Donc après, il y a plusieurs manières de rembourser l'achat de ces armes. Mais si les gens sont armés, c'est qu'à un moment donné, ceux qui fabriquent ces armes le leur vendent. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Comment c'est acheminé là-bas, tout ça. Il y a tout un trafic qui s'organise. De toute façon, si vous voulez vraiment vous battre, et que vous en avez les moyens, que vous en offrez les garanties, vous allez trouver les armes. On l'a vu au Nigeria, malgré la capacité et la force de l'État central, Boko Haram est toujours là. Au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout sur le continent, régulièrement des groupes ou des groupuscules s'arment et ils trouvent facilement les armes. D'accord, on va aller à la pause. C'est la grande. On revient dans une dizaine de minutes.